Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça faisait un petit moment que j'avais pas proposé un numéro du coin recherche, donc à vrai dire ça fait 3 mois. En fait ça date depuis le 28 février, le dernier épisode que j'ai pu poster sur la chaîne. Donc je me suis dit qu'il serait temps de vous proposer un nouveau numéro de cette filière, si vous voulez, de la chaîne, qui a pour but de toucher à des choses que je fais en recherche, de vous introduire ces choses-là de manière un peu vulgarisée pour vous permettre une meilleure compréhension, bien qu'il y a beaucoup de détails que je vais vous cacher. Bref, j'aimerais continuer donc les discussions que j'avais concernant la saison 2 de ce point recherche, qui a pour but donc de vous parler des mots parfaitement amassants, qui sont des objets combinatoires que j'ai déjà pu introduire, donc venant d'un combinatoire des mots, que j'ai pu introduire déjà lors des précédents épisodes de ce format, dans cette saison 2. Et d'un autre côté, la théorie de représentation d'algèbre, qui sont donc liées aux algèbres aimables, chose que j'ai déjà introduite en saison 1, que je vais réintroduire d'une autre manière ici. Alors pas forcément, peut-être pas tout à fait encore dans cet épisode, mais l'épisode suivant on en parlera encore davantage. Là j'aimerais donc continuer cette saison, puisque le dernier épisode je vais vous parler des dissections dualisables de surface, et là j'aimerais vous parler du carquois à relation qui se cache derrière la dissection dualisable d'une surface, donc une dissection dualisable d'une surface. Donc voilà, alors on va se lancer maintenant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris l'exemple que vous voyez ici. C'est le premier exemple que nous avons vu ensemble dans l'épisode précédent. Et donc, pour faire un petit rappel de ce que c'est une dissection dualisable d'une surface, alors d'ailleurs il y a des hypothèses à vérifier pour la surface. En général, il faut vérifier qu'elle est orientable, il faut vérifier qu'elle est compacte, il faut vérifier qu'elle est du Riemann, des choses comme ça un peu techniques. Mais je vais m'en absoudre de toute cette technicité. On va ici se contenter de surfaces relativement gentilles. Alors on va parfois parler de cylindres, de tores et tout ça, parce que j'en aurai besoin. Mais là ici je vous propose de travailler essentiellement sur un polygone, comprendre comment ça va fonctionner sur un polygone. Donc là, un polygone ou un disque, plutôt ici c'est un disque, ça dépend comment vous voyez les choses, bref. Donc une dissection dualisable est la donnée de choses suivantes. Vous avez un ensemble de points qui sont colorés en vert, et donc je les ai dessinés aussi avec des trous à l'intérieur, c'est notamment pour les dyslexiques, cette façon d'écrire les choses. Donc bref, vous avez un ensemble de points verts et vous avez un ensemble de points rouges qui doivent satisfaire une certaine propriété, notamment au bord de la surface. Donc là, notamment sur le bord du disque, vous voyez qu'il y a une alternance des points rouges et des points verts. D'accord ? Donc ça, c'est le truc le plus important qu'il faut vérifier quand on va placer les points de notre dissection dualisable. C'est que les points alternent. Donc vous avez obligatoirement un point sur chaque bord. Et vous avez une alternance entre les points verts et les points rouges qui doivent se faire sur chacun des bords de la surface. Donc voilà ce qui se produit, très bien. Et puis, vous avez donc une dissection, en fait, c'est donc la donnée de ces points verts et de ces points rouges. Et la donnée également d'arc vert, d'accord, donc vous voyez, donc là ça va être une dissection verte, pour être plus précise, mais vous avez une donnée d'arc vert qui peut correspondre à des segments ici dans mon dessin, mais de manière générale on pourrait faire des courbes, d'accord. Donc c'est des courbes telles que, vous remarquez que vous allez d'un point vert à un autre point vert, et de plus vous avez, ces arcs verts ont une propriété d'être continus, bien sûr, donc ça veut dire que et elles ne s'intersectent pas eux-mêmes, encore autre chose, toute l'arc verte est à l'intérieur de la surface. Donc c'est pas un arc vert qui doit faire qui doit suivre le bord de la surface, ou en tout cas une partie du bord de la surface. Non, c'est un arc vert qui doit être complètement compris à l'intérieur de la surface. Donc vous avez ces propriétés-là, et vous avez des arcs verts donc vous avez une collection d'arcs verts qui sont continus, ne s'intersectent pas eux-mêmes, etc., qui lient les différents points verts, et vous pouvez remarquer que ça donne un découpage de la surface. Un découpage qui n'est pas n'importe comment, ça va découper en des morceaux qui sont des espèces de polygones, si vous voulez. Donc chacun des morceaux, en fait, doit être isomorphe à R2. Donc chacun des morceaux que vous voyez là, en enlevant les points verts, les segments, tous les morceaux connexes doivent être isomorphes à R2. C'est ça la condition d'une dissection. Et pour qu'elle soit vraiment dualisable, on demande à ce qu'il y ait exactement un point rouge dans chacun des morceaux que l'on aura découpés
avec les segments verts et les points verts. D'accord? Donc vous remarquez que pour chacun des morceaux, chacun des polygones que j'ai dans ma dissection, vous avez au moins un point rouge dedans. Bon, alors là, je vous ai fait à l'oral un rappel de cette notion de dissection dualisable. Et donc là, ce que j'aimerais faire, c'est vous expliquer comment on construit. Donc en fait, il y a un carquois, donc je ne sais pas comment on construit, c'est il y a un carquois qui se cache derrière, un carquois à relation qui se cache derrière. Et l'idée, c'est de vous montrer comment on le construit. Et puis, l'épisode suivant, ce que je ferai, c'est que je vous justifierai en quoi le carquois qu'on obtient est un carquois à relation localement aimable. Donc ça me permettra de vous rappeler quelques petites définitions vues en saison 1, mais encore une fois avec un différent point de vue, où là on part des dissections surface. Ok. Alors, comment on construit un carquois associé à cette dissection? Alors déjà, je vais vous rappeler ce que c'est un carquois, puis vous dire ce que c'est un carquois à relation, tout de même, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de donner cette définition-là. Donc bon, alors carquois si, mais... donc définition d'un carquois. Un carquois, c'est la donnée d'un quadruplé Q0, Q1, ST, d'accord, avec Q0 qui doit être l'ensemble des sommets. Donc c'est un ensemble, qu'on appellera ensemble des sommets. Q1, c'est aussi un ensemble, qu'on appellera ensemble de flèches. Et puis les deux autres, S et T, sont des fonctions qui vont aller de Q1 vers Q0 et qui s'apparentent à la fonction source et la fonction puits. Donc S, fonction source. Donc c'est-à-dire qu'à chacune des flèches, ça associe la source de la flèche. Et fonction puits, pour chacune des flèches, on associe le puits. Donc c'est-à-dire, si j'ai une flèche alpha ici, S alpha c'est sa source, T alpha c'est son but. D'accord? Donc voilà ce que c'est la donnée d'un carquois. Et donc un carquois, vous pouvez, pour rendre les choses très simples, le voir comme un graphe orienté. D'accord? C'est un graphe orienté. Pour ceux qui ont déjà vu la notion de graphe. D'accord? Donc par exemple, si j'ai 1 vers 2, vers 3 comme ça, et puis ceci, ok? Donc si j'ai cette donnée-là avec alpha, bêta, gamma, alors ça veut dire que Q0 c'est 1, 2, 3, Q1 c'est alpha, bêta, gamma, et puis bah, vous avez les fonctions S et T telles que bah, S de alpha, ça doit être 1, c'est la même chose aussi que S de gamma, vous avez S de bêta qui doit valoir 2, et puis T de bêta, c'est la même chose que T de gamma, c'est égal à 3, et vous avez également T de alpha qui vaut 2. Voilà. Donc juste pour vous rappeler ce que c'est un carquois, ça peut s'écrire sous la forme d'un quadruplé comme ici, Q0 l'ensemble des sommets, Q1 l'ensemble des flèches. En général, on travaillera avec des carquois finis, donc c'est-à-dire que les deux ensembles qui sont ici sont des ensembles finis. Bon voilà, c'est des hypothèses usuelles. On a déjà vu des choses dans la saison 1, mais encore une fois, j'aimerais qu'il y ait une espèce d'indépendance entre ce qui se passe dans la saison 1 et la saison 2. Donc je ne vais pas vous rappeler tout ce qu'il faut, mais pour l'instant, ce qui me suffit de savoir, c'est quoi un carquois. Maintenant, je vais vous rappeler ce que sont des relations. Alors bon, c'est vrai que rappeler, c'est pas tout à fait le bon mot, mais je vais vous dire ce que c'est une relation. Alors ce que je vais appeler une relation, ça va être la donnée, donc alors peut-être que là je me rends compte qu'il va falloir que je vous dise quelque chose en plus. En fait, étant donné un carquois, je peux définir, donc là je vais peut-être rappeler ça, parce que je pense que ça c'est important. À partir d'un carquois, je peux définir ce qu'on appelle une algèbre de chemin. Et l'algèbre de chemin, bah, c'est l'algèbre, l'espace vectoriel qui va être engendré par tous les chemins que vous pouvez faire dans ce carquois, muni de la multiplication qui va être la concaténation des chemins. Et puis après, bien sûr, on linéarise la chose. D'accord? Donc je vais faire un rappel là-dessus, et je vais laisser peut-être cet exemple, je vais le redessiner. Hop. Juste histoire 2. Donc j'ai 1 vers 2 vers 3, j'ai ça, alpha, bêta, ok. Donc, si j'ai un carquois, on peut définir, et il faut un corps bien sûr, donc Q un carquois, K
un corps, alors on peut définir KQ, qui sera donc l'algèbre de chemin de Q, qui est défini comme étant, si vous voulez, le vecte sur K de tous les chemins de Q avec, avec une multiplication. Donc vous avez l'addition qui va être l'addition formelle. Donc c'est-à-dire vous pouvez additionner alpha plus bêta et ça ne fera pas forcément quelque chose différent, mais juste voilà, vous pouvez les additionner comme vous additionnerez des vecteurs. C'est la même idée. Sans forcément qu'il y ait des coordonnées, il n'y a pas forcément besoin de ça, mais bref. De toute façon, comme je l'ai dit, les chemins vont former une base, donc si vous voulez, voilà, les combinaisons linéaires, c'est comme si je mettais des coordonnées en colonne, et puis alpha et bêta, c'est deux éléments distincts, voilà. Bref, c'est une addition formelle, et la multiplication qui correspondra à la linéarisation de la concaténation. Des chemins. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez deux chemins, disons soit C et C' deux chemins, plus exactement, C et C' deux chemins de Q, alors on va dire que C.C' c'est égal à CC', donc au chemin CC', si la source de C' correspond au but de C. Je suis en train de me poser la question si je l'ai écrit dans le bon sens. Non, c'est dans l'autre sens. Je veux que la source de C, ouais, corresponde au but de C'. Voilà, c'est ça. Donc je fais des compositions de chemin comme je ferais des compositions de fonctions. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. L'arrivée de la première fonction correspond au début de la... Donc l'arrivée de la première fonction correspond au début, au point de départ de votre deuxième fonction. Et sinon 0. Voilà. Donc là, l'algèbre de chemin associé à ce truc-là, juste pour bien suivre l'exemple, vous avez les chemins paresseux, qu'on note E1, E2, E3. Ce sont tous les chemins où on reste sur le même sommet sans rien faire, sans bouger. D'accord ? Vous avez alpha, bêta, gamma qui sont toutes les flèches. Et puis vous avez un seul chemin de longueur 2 qui est bêta, alpha, que je note comme une composition. Vous faites un espace vectoriel de cette chose, ça vous donne l'algèbre. Et puis après, vous pouvez faire des combinaisons linéaires, vous pouvez faire des multiplications entre eux. Donc là, si je m'amusais par exemple à faire alpha plus bêta fois bêta plus gamma, par exemple, je fais juste un exemple pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Fois, alors peut-être un plus E1, voilà. Donc si je m'amusais à faire ça, qu'est-ce que je vais obtenir ? Bien alors je vais avoir alpha fois bêta, donc alpha fois bêta ça fait 0 malheureusement parce que c'est pas une combinaison dans le bon sens. Alpha fois gamma, bah ça se compose pas donc ça marche pas. Alpha fois E1 par contre là ça marche, donc ça va me donner alpha E1. Ensuite, par rapport à bêta, si je développe bêta fois bêta ça marche pas, ça fait 0. Bêta fois gamma également ça marche pas, ça fait 0. Bêta fois E1 ça fait 0, donc finalement j'obtiens alpha E1. Ok. Et alpha E1, bah, c'est la même chose que le chemin alpha. Donc je reste en 1, puis je fais le chemin alpha, bon bah ça correspond au chemin alpha. Ok. Donc voilà le type de calcul que je peux faire dans cette algèbre. Tout se passe plutôt bien. Alors maintenant que j'ai dit ça, c'est quoi une relation ? J'efface un petit peu. Donc une relation est une expression de la forme. Je donne vraiment la définition générale. Donc c'est une expression de la forme, bah, vous allez avoir ρ, on va noter ρ, comme étant une somme des lambda i w i allant donc de, je sais pas, 1 à p, ok. Donc tel que lambda i, bah, c'est des scalaires, donc ça doit appartenir au corps dans lequel je travaille, et les oméga i, bah, ça doit être des chemins de longueur
Alors c'est quoi la longueur? C'est le nombre de flèches qu'il y a dedans. Hein, d'accord? Donc c'est le nombre de flèches qu'il y a dans le chemin. Donc de longueur supérieure ou égale à 2. Et je demande à ce que la source des chemins soit la même pour tout I et J. Ainsi que le but, ça doit être pareil, j'ai mis la mauvaise chose, voilà, ainsi que le but des chemins. Donc WI égale T2 WJ. Voilà ce que je demande. Donc c'est ça une relation, ce que je vais appeler une relation. C'est une combinaison linéaire de chemins. D'accord? Par contre, je demande à ce que ces chemins soient de longueur 2 et que tous ces chemins aient le même. S'il y a plus qu'un chemin, d'accord, je demande à ce que les chemins qui soient en jeu aient la même source et le même but. Okay? Alors je vais vous donner un exemple très simple d'une relation que vous connaissez, que vous avez peut-être déjà vu, certainement à un moment donné dans votre cursus. C'est par exemple, si je m'amusais à faire, je n'ai peut-être plus besoin de, moi aussi le carcolage, je vais garder. Donc un exemple que vous connaissez bien, c'est par exemple si je fais ça, 4, pardon. Je fais alpha, bêta, gamma, delta. Une relation possible, par exemple, ça peut être bêta, alpha, moins delta, gamma. Ça, c'est une relation de commutativité. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est parce que, en fait, les relations, ça va être les choses par lesquelles on va vouloir quotienter notre algèbre. Donc, c'est-à-dire, on va prendre... Là, je parle pour ceux qui connaissent déjà des choses, mais si je prends une relation, ce que je peux faire, donc j'ai une expression dans l'algèbre, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre l'idéal engendré par cette expression, et en prenant l'idéal engendré par cette expression, je quotiente par cet idéal l'algèbre que j'ai en main, et du coup, ça me permet, donc là, si j'ai par exemple cette relation-là, ça me permet de dire que bêta-alpha, c'est égal à delta-gamma. Un peu la même chose que si je travaillais avec des polynômes dont les variables ne commutaient pas, hein, x et y ne commutent pas, bah, je pourrais rendre commutatif la chose en faisant xy moins yx, en quotientant par xy moins yx, qui m'engendre un idéal, patati patata. Ok, donc c'est juste pour dire que ça a vraiment un intérêt pour faire intervenir ensuite des idéaux, des choses bien intéressantes. Bref, je ne vais pas m'attarder davantage là-dessus, mais voilà un exemple. Un autre exemple que je pourrais faire ici, ça serait de prendre rho égale bêta alpha. Ah, je peux avoir des expressions où il n'y a qu'un seul chemin qui intervient. D'accord, ça c'est important. Donc voilà. Alors bien sûr, ρ est non nul, hein, peut-être que je devrais le préciser, mais ρ est non nul. Mais voilà, donc bêta alpha ça marche. Par contre, attention, peut-être vous vous posez la question, si j'avais fait bêta alpha moins gamma, ça marche pas. Pourquoi? Parce que gamma c'est pas un chemin de longueur au moins 2. D'accord, c'est ça, c'est un chemin de longueur 1. Donc ça marche pas. Bon voilà, et donc si je prends des relations comme ça, là, bêta, alpha, il y a une petite notation qu'on met sur le carquois quand on veut introduire une relation en tout cas de ce genre, c'est on fait un arc de cercle qui lie les deux flèches, alpha et bêta. Alors je ne sais pas si le vert était un bon choix, je vais peut-être essayer une autre couleur, peut-être le bleu, ça me paraît être un meilleur choix. Et puis pareil, pour la suite des épisodes, j'essaierai de suivre ce code couleur, donc je vais mettre un bleu, un arc bleu à chaque fois qu'il y aura une relation. D'accord, donc l'arc bleu représente la relation bêta-alpha. Donc si j'ai une relation monomiale de longueur 2, je peux la représenter à l'aide de ce genre de choses. Et donc justement, c'est ces relations monomiales de longueur 2 qui vont être intéressantes pour construire le carquois à relation qu'on voudra. Donc quand on parle de carquois à relation, c'est une paire donnée par un carquois et un ensemble de relations. D'accord, donc voilà ce que c'est un carquois à relation. Je vais peut-être effacer un peu pour l'écrire. Donc, toujours un corps K. Hein. Donc, un carquois à relation est une paire QR avec Q carquois et R, ensemble de relations. Ensemble qui peut être vide. On peut
potentiellement vide. Vide, j'ai dit. D'accord, donc c'est pas impossible hein, qu'on ait aucune relation. C'est pas interdit. D'accord. Donc voilà, très bien. Bon, maintenant que j'ai donné toutes ces définitions, juste pour bien poser le cadre, hein, je le dis au passage, je suis en train de faire tout ça sans avoir vraiment préparé l'épisode. Hein. Le but, encore une fois, c'est de vous permettre une meilleure compréhension en disant les choses qui interviennent en même temps. C'est pour ça que des fois, je suis peut-être un peu abrupt sur mes transitions. Mais voilà, donc là, j'espère avoir mis suffisamment le cadre pour faire comprendre ce que j'entends par carquois à relation. Et donc, je vais vous expliquer comment, à partir d'une dissection dualisable, j'obtiens un carquois à relation, et notamment à relation monomiale de longueur 2. Donc, je vais avoir que des relations qui font intervenir des chemins de longueur 2. Alors, je vais passer un peu. Et donc, je sais pas, je vais l'appeler, je vais mettre ça comme définition, parce que c'est une définition. Donc si j'ai une dissection, donc soit, alors pour me donner une dissection, il faut une surface marquée, etc., avec des points, donc ce qu'on pourrait dire c'est ça, donc soit S, M, une surface marquée, donc toujours surface, orientable, tout ça, il y a plein d'hypothèses derrière le mot surface. Marqué ici le point, ce que j'entends aussi c'est que l'ensemble des points M c'est découpé en points rouges et points verts. D'accord, donc qu'on pourrait noter M point rouge et M point vert. Donc, ok, ça doit être une union disjointe, c'est pour ça que j'ai fait un U en carré, c'est une union disjointe. Et il doit y avoir donc comme j'ai dit un partage qui se fait entre points rouges et points verts. Et encore une fois, il y a des conditions sur les points rouges et les points verts, notamment la condition sur les bords hein, que j'ai expliqué, que j'ai rappelé, qui doit être respectée. Bon, très bien, donc j'ai ça, ok. Et puis je vais me donner une dissection dualisable, donc soit delta, une dissection. Donc là je demande une verte dissection, hein, une dissection verte, je le dis un peu en anglais, green dissection. Donc hop. SM. Bon on peut définir donc un carquois en relation. On définit Q de delta et R de delta de la manière suivante. Et là je vais faire des dessins pour que ce soit simple. Encore une fois, je ne cherche pas non plus à faire un cours bien précis sur la chose. Mon but c'est de vulgariser un peu ce que je fais en recherche. Donc on va pas, je ne vais pas vous donner une définition totalement propre. Je veux juste vous faire comprendre comment ça marche. Donc je me donne QR, je vais définir QR en fonction de ma dissection et je vais la construire de la manière suivante. Première étape, chaque arc de la dissection, le premier il n'a pas besoin de dessin. Donc chaque arc de la dissection égale un sommet de cette chose. Le deuxième, bon là par contre j'ai besoin d'un dessin. À chaque fois que je vais avoir un angle, comme ceci, avec disons un arc qui s'appelle I, l'autre qui s'appelle J, à chaque fois que j'ai ça dans la dissection, et bien ça va me donner dans le carquois une flèche qui va aller de I vers J. Et pour les relations, comme j'ai dit, ça va être des relations monomiales de longueur 2. Les relations monomiales, je vais les obtenir de la manière suivante. À chaque fois que je vais avoir une suite de deux angles qui se concatènent, comme ceci, donc là j'ai I, J, K. Donc à chaque fois que j'ai ça dans ma dissection, eh bien j'ai une relation qui va être la suivante. Donc je vais avoir I vers J vers K. J'étais en train de checker un truc, je vais vous expliquer ce que j'étais en train de checker après. Hop. Et bien je vais avoir la relation suivante entre les deux flèches, donc que je dessine en bleu, hein, je vous rappelle que je dessine en bleu les relations. Donc je vais avoir cette relation là, la composition des deux flèches va être une...
Donc la multiplication entre les deux flèches va être une relation de mon carquois. Alors ce que j'ai checké, c'est que vous pouvez remarquer une chose, c'est là la question de l'orientation du carquois, le fait de pouvoir orienter la surface, pardon. Oui, bon, orientation du carquois. Donc l'orientation du carquois dépend de l'orientation de la surface. Et en fait, l'orientation de la surface, on l'oriente de façon à ce qu'on tourne autour de chaque sommet dans le sens trigonométrique, dans le sens anti-horaire. Ok ? Donc là, si je revois ça comme ça, bah, vous voyez un peu plus facilement ce qu'il en est. D'accord ? En effet, j'ai une flèche qui va de I vers J, une flèche qui va de J vers K. Ok ? Et donc j'ai une relation à chaque fois que je vais avoir ces configurations-là. Bon, alors maintenant que je vous ai expliqué ça, bah, je vais faire l'exemple, et je pense que je m'arrêterai là-dessus, parce que sinon, enfin voilà, j'arrive à une trentaine de minutes déjà dans la vidéo, donc je pense que je vais m'arrêter sur ça. Donc je vais faire maintenant mon exemple, et puis après, bah, je vous invite à reprendre les exemples que j'ai donnés lors de l'épisode précédent, et vous amuser à déterminer le carquois qui se cache derrière ces deux autres exemples. Parce que ça va être des carquois qui vont revenir. Donc c'est-à-dire que je vais faire une aparté sur le résultat important qui dit, donc l'épisode suivant va avoir pour but de vous expliquer que les carquois à relation que j'obtiens sont des carquois en fait à relation localement aimable, voire aimable, suivant certaines conditions. Et une fois que j'aurai fait ça, eh bien, on va revenir sur ces familles de carquois, le carquois de Kronecker et puis un autre carquois que j'avais mis, ces deux carquois ici. Hein. On va revenir sur cela parce que ça va être eux les points importants qui amènent au résultat, qui donnent le lien entre les mots parfaitement amassants et tout ce qui se passe en termes de modules sur les algèbres aimables, ça va intervenir là-dessus. Bref, maintenant que j'ai dit ça, je vais faire cet exemple. Alors pour cet exemple, comme j'ai dit, chacune des diagonales correspond à un sommet du carquois. Alors bon, là je ne vais pas mettre des numéros, je vais mettre des points. Donc là j'ai ça, et puis, alors voyons, j'ai également un point ici, un point ici, un point ici. Alors peut-être je vais mettre des noms quand même pour qu'on se repère. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du coup, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et puis maintenant, si je suis mes règles, maintenant si je veux faire les flèches, les flèches, je dois les avoir toujours dans le sens anti-horaire autour de chaque sommet. Et je vais d'une diagonale à une autre à chaque angle. Donc là, je vois que je vais de 1 vers 2. J'ai une flèche qui va aller de 1 vers 2. J'ai une flèche qui va de 2 vers 4. Une flèche qui va de 4 vers 3, puis une flèche qui va de 3 vers 1, d'accord. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi 2, donc là j'ai 5 vers 2, j'ai également donc 2 vers 4, ça c'est ok, 4 vers 6, et puis 6 vers 5, donc 6 vers 5, comme ceci. Et enfin, il m'en reste 1, 7 vers 6. Donc voilà, là je viens de faire toutes les flèches correspondant aux flèches que j'ai de la deuxième règle. Troisième règle, les relations. Alors les relations, j'ai quoi? Vous pouvez remarquer par exemple 1 vers 2 vers 4, ça donne une relation. Donc là, j'ai une relation. 2 vers 4 vers 5 donne une autre relation. Donc j'ai une relation ici. Et puis bon, vous l'aurez compris, j'ai une relation ici et une relation ici. Ensuite, dans ce cycle-là, j'ai aucune relation. Vous remarquez que je fais pas 5, 6, 4 en suivant ce genre de configuration. D'accord? D'ailleurs, je l'ai pas... Non, 5, 2, pardon, c'est 5, 2, 4. Je ne fais pas 5, 2, 4 en suivant cette configuration-là. Je suis en train de changer d'angle. Enfin, je suis en train de changer de polygone, si vous voulez. Donc, vous pouvez remarquer qu'il y a une relation à condition que les deux flèches qui sont consécutives sont dans le même polygone. Hein, par rapport à ce que j'ai fait là, vous pouvez vous rendre compte de ça, c'est plutôt sympa. Donc là, une autre relation que vous pouvez voir, c'est 7, 6, 5. Donc ça, c'est aussi une relation. Et normalement, c'est tout. Vous n'avez pas d'autre relation. Donc voilà le carquois QR associé à ma dissection juste au-dessus, delta. Et voilà, et donc le but du prochain épisode, c'est de vous dire que en fait, les carquois que j'obtiens ne sont pas n'importe lesquels. Donc comme je l'ai dit, ça va être des carquois qui vont être localement aimables. Donc il va falloir que je vous rappelle pour le prochain épisode ce que ça veut dire avoir un carquois à relation localement aimable ou même à relation aimable, je rappellerai ça. Et donc avec un autre point de vue, parce que là, ok, je vous ai parlé de relations et tout ça,
si vous faites si vous avez la curiosité d'aller voir ce qui s'était passé dans la saison 1, vous verrez que la façon dont je vous ai introduit les carquois aimables et les algèbres aimables, c'était pas de la même manière. Hein. On a vraiment un autre point de vue totalement différent avec ces surfaces-là. Et je vais vous amener également un résultat très important que je vous spoil dès maintenant, c'est que en fait, je peux faire l'opération inverse. C'est-à-dire que si j'ai un carquois localement aimable, la relation localement aimable, je peux construire une dissection dualisable et une surface pour laquelle, si je refais l'opération dans le sens, je retrouve le carquois relation. Donc vraiment, il y a une espèce de bijection, je dirais mais une bijection, je pourrais même dire bijection, entre les carquois à relation localement aimables et les dissections dualisables de surface. Et après, on pourrait se poser la question, étant donné une surface, quels sont les carquois qu'on obtient, etc. C'est des questions, pour certaines, ouvertes, pour d'autres, un peu plus faciles à faire, genre par exemple ceux d'un polygone, dont tous les sommets verts sont sur le bord, et puis tous les sommets rouges aussi sont sur le bord. Ça, par exemple, c'est une question qui a déjà une réponse. Vraiment, voilà, c'est super intéressant, moi je trouve ça super intéressant, j'espère que je vous galvanise à nouveau, ça fait quand même un moment que je n'avais pas fait de quoi recherche, donc j'espère qu'avec ce nouveau numéro, je vous redonne envie de suivre ce format. Je vais essayer de vous proposer un autre épisode avant les vacances, cet épisode qui parlera donc de carquois à relation localement aimable. On verra bien. On croise les doigts, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire parce que bon, étant donné que je suis de plus en plus chargé, les semaines avançant vers la date limite que je m'étais fixée pour terminer l'écriture de ma thèse, évidemment, les choses font que j'ai de plus en plus de temps à devoir donner pour la thèse, pour mon doctorat, donc évidemment, voilà. Bref, je vous reparlerai de ça pour une prochaine vidéo d'examen, je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus. Comme d'habitude, je vous invite à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par le contenu de la chaîne, par cette suite de vidéos, coin recherche, ou par autre chose concernant la chaîne. N'hésitez pas également à mettre en commentaire vos retours, vos remarques concernant cet épisode. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous.